Bonjour tout le monde et bienvenue sur Anabolic Chronicles, le podcast où on parle de sujets tournant autour du bodybuilding slash fitness. Et bienvenue pour ce 4e épisode, du coup, tourné pour la deuxième fois, puisque la première version qui devait sortir vendredi, j'ai eu un problème pour exporter le podcast, je n'arrivais pas. Je ne sais pas pourquoi, ça plante en plein milieu, enfin bref. On le retourne, c'est pas grave, c'est les aléas des podcasts. C'est certainement pas la dernière fois que ça va m'arriver, mais c'est pas grave, puisqu'on le retourne aujourd'hui. Et pour ce 4e épisode, du coup, on va parler, comme je vous ai dit, on va voir comment optimiser sa nutrition autour de l'entraînement. C'est vrai que c'est des questions qui me reviennent souvent. Qu'est-ce que je pourrais manger? Quand il faut manger? Est-ce que c'est vraiment important de sauter sur son repas après s'être entraîné? Qu'est-ce qu'il faut consommer pendant l'entraînement? Ça, c'est toutes des questions auxquelles je vais répondre durant ce podcast, qui pourront certainement grandement vous servir parce que optimiser sa nutrition autour de l'entraînement, selon la phase dans laquelle vous vous trouvez et même, je dirais de manière générale, ça peut être un vrai game changer pour performer à l'entraînement et récupérer correctement. Alors, on va commencer comme chaque podcast avec un petit débrief de la semaine. Je pose juste mon écran pour recadrer. Alors, petit débrief de la semaine, donc 4e semaine de prise de masse, enfin de reprise de prise de masse, on va dire, après hors saison, et 4e très bonne semaine. Je suis super content, j'ai mon poids qui est bien monté à 93 kilos en moyenne cette semaine, donc 1 pound de plus que la semaine passée. Là maintenant, je pense que ça va gentiment commencer à ralentir et il faut que ça ralentisse, pas que le poids monte trop vite et que je prenne trop vite en gras, qu'on reste quand même dans un range acceptable. Je suis super content parce que forcément, je suis plus lourd, mais en termes de conditions, c'est similaire. Je suis même, on va dire, un poil plus sec. Alors, c'est, on va dire, c'est relatif, hein, mais je parais en tout cas plus sec, du moins. Donc c'est assez cool. Je suis bien plus volumineux. Là, en 4 semaines, j'ai repris beaucoup de muscles. Franchement, et ça se voit à l'entraînement par le biais des performances. Je n'ai jamais progressé à une telle vitesse en si peu de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple sur un leg extension, je monte d'une semaine d'une plaque en plus. Sur le stack, je monte à chaque fois d'une plaque, mais en gardant le même nombre de reps. Et sur le hack, je rajoute chaque semaine 10 kilos pour le même nombre de reps. Et ça maintenant depuis 4 semaines. Alors, je pense forcément que ça va à un moment donné quand même un poil se ralentir, mais c'est vraiment énorme. C'est énorme et c'est signe que je suis de nouveau de retour à 100% pour aller chercher mon meilleur physique. Là maintenant le but c'est de pouvoir tirer le plus longtemps possible ce hors-saison, cette prise de masse, avant de mini-cut 6-8 semaines histoire de dégraisser, nettoyer ça, descendre quelques kilos et ensuite repartir sur un deuxième bloc. Mais ça a encore le temps, je pense, là, encore un petit moment, je pense 3 bons mois, on va dire, avant de penser à cut un petit peu. Du moins, le but, c'est, quand vous êtes en prise de masse comme ça, le but, c'est bien d'arriver aux performances, à votre pic de performance, c'est bien d'arriver à votre poids le plus haut, mais le but, c'est de consolider et de maintenir ses acquis. Rester un certain laps de temps à ce plus haut, en terre inconnue, pour consolider, stabiliser avant de penser à mini-cut. Pas une fois que vous avez atteint votre poids le plus haut, votre pic de performance plus haut, pensez à des mini-cut derrière. Non, le but, c'est de consolider ses acquis, ensuite faire un petit dégraissage en maintenant les performances machin, en descendant son poids de corps légèrement, son taux de masse grasse, et ensuite repartir. Et ça, c'est du rinse and repeat, tout le temps de ce même processus au fur et à mesure, pour vraiment construire, bâtir du muscle, pour ensuite repenser à se préparer. Et en étant naturel, ça se fait sur 2, voire 3 ans, selon les axes de progression qui vous sont demandés, selon le feedback de votre première compétition, ou alors
selon le feedback de votre coach, pour préparer votre première compétition, pour essayer d'aller chercher un résultat. Donc, voilà pour ce débrief de la semaine et quelques petits points par rapport à la prise de masse. Autrement, rien de spécial. En particulier, ma vie est assez monotone pour le moment. Donc, aussi au niveau des demandes de coaching, là, forcément, il y a l'été qui arrive. C'est pas trop dans la tête des gens actuellement. Cependant, ceux qui sont toujours en coaching avec moi, même si je ne poste plus beaucoup de stories, plus beaucoup on va dire, de contenu vis-à-vis de ça, continuez à faire le taf, continuez à faire le job, continuez à progresser. Et ça, c'est super cool. Je suis super content que vraiment le 100% de mes élèves, certes, j'en ai peu, mais j'ai des élèves impliqués, enfin des clients impliqués. J'ai des gens qui se donnent chaque semaine et qui reviennent avec des résultats, avec des progressions chaque semaine. Et ça fait super plaisir. Je préfère privilégier la qualité à la quantité. Et ça, c'est super cool. Donc, bravo à eux en tout cas. Super content du taf qu'ils fournissent. Et petit coup de pub en passant, ce n'est pas parce que l'été arrive qu'il faut vous sentir obligé de passer l'été avant de démarrer un coaching ou un suivi. Si vous voulez changer, vraiment changer, il faut passer à l'action tout de suite et ne pas attendre le lendemain. Procrastiner, c'est la pire des choses à faire. Parce qu'au final, on repousse, et on prend jamais les devants, et au final, après, on abandonne parce que, la flemme, j'ai plus envie, ou alors, d'un coup, on passe à autre chose. Alors qu'au final, si l'idée nous est venue un jour, c'est qu'on a vraiment envie, donc autant passer à l'action directement. Et je vous promets que ceux qui l'ont fait, c'est pas du tout pour faire le vendeur, je suis pas vendeur d'assurance, vendeur de voiture, hein. Alors, rien contre eux, mais je suis pas là pour vous pousser à prendre un suivi, mais tout ça pour vous dire que tous ceux qui sont passés à l'action euh, ont des résultats. Et tous ceux qui m'écoutent, qui suivent, qui appliquent mes conseils, qui suivent leur diète, qui font leurs entraînements, qui respectent leur récupération, leur sommeil, etc., ils ont des résultats. Donc, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas en suivant à 50% que vous obtiendrez 100% des résultats. C'est en s'impliquant au maximum que vous en tirerez le maximum, forcément. Donc, voilà, ceux qui veulent passer à l'action, sachez que j'ai toujours des disponibilités. Vous pouvez me contacter soit par WhatsApp qui est en lien dans ma bio Instagram, ou alors directement en DM sur Instagram, comme vous le préférez, pour qu'on discute ensemble de vos objectifs, soit via WhatsApp, ou alors on se fixe un call et on discute ensemble, que ce soit pour prendre du muscle, pour perdre du gras, pour préparer votre première compétition de bodybuilding. Vraiment, on discute de votre objectif et on met les choses en place. On trouve la problématique et on met les actions en place pour atteindre nos objectifs. Et encore une fois, je vous le dis, tous ceux qui m'ont fait confiance jusqu'à maintenant ont atteint leurs objectifs. Et qu'abord mon dernier avant-après Joao, qui m'a contacté au mois de janvier pour perdre. Son but, c'était de perdre 10 kilos en 6 mois. Il a fait 13 kilos en 14 semaines, en 3 mois et demi. Donc, voilà, petit exemple, comme ça en passant, mais je vous laisserai aller voir sur mon profil, j'ai quelques avant-après. En tout cas, sachez que je vous accueille à bras ouverts. Enfin bref, donc maintenant on va passer au sujet du jour, donc comment optimiser sa nutrition autour de l'entraînement. Donc tout d'abord, on va peut-être, pour qu'on soit tous sur le même piédestal, définir qu'est-ce que la nutrition autour de l'entraînement. Donc ça comprend 3 repas. Le pré-workout, donc le repas avant l'entraînement, l'intra-workout, la boisson, donc on va dire le repas, la boisson durant l'entraînement, et le repas après l'entraînement. Pourquoi
pourquoi c'est intéressant de l'optimiser? Parce qu'on, voilà, j'ai dit avant, ça peut être un vrai game changer, mais pourquoi finalement, ce serait peut-être bien que je vous dise un peu les raisons pour lesquelles ce serait intéressant de l'optimiser. Tout d'abord, ben, pour avoir l'énergie suffisante à l'entraînement, pour avoir une certaine quantité d'énergie disponible pour ben, simplement performer à l'entraînement. Parce qu'on sait que performer à l'entraînement, ça signifie prendre du muscle pour vulgariser. Donc, et ça se fait via non seulement la récupération, votre sommeil, etc., tout ce qui est autour de ça, mais également via la nutrition. Et ça se joue par exemple comme avoir une bonne digestion. Consommer un repas avant l'entraînement que vous digérez bien, ça vous permet d'avoir une énergie suffisante à l'entraînement. Donc être productif à l'entraînement. Euh, et aussi le timing. Le timing peut jouer un rôle. Parce que si vous arrivez à l'entraînement, que votre digestion soit bonne ou non, si vous arrivez à l'entraînement et que vous êtes encore en train de digérer, de un, ça va vous pomper une énergie énorme. Donc forcément, vous n'aurez pas d'énergie à l'entraînement. Mais également, ça va vous donner envie de vomir. Et le but, c'est de pas tout vomir ce qu'on mange. Et c'est pas forcément la chose la plus cool. Ça empêche aussi d'être productif à l'entraînement, forcément. De pousser, de vraiment avoir un entraînement intense. Et forcément, bah, on peut voir sa progression stagner, voire régresser, suivant comment. Donc, voilà. Principalement, c'est pour avoir l'énergie suffisante à l'entraînement, mais également, dans le cadre de la nutrition après l'entraînement, d'avoir aussi une bonne récupération, enfin, savoir donner les nutriments nécessaires à son corps pour récupérer de l'entraînement. D'accord? Donc, par exemple, comme re-remplir ses muscles en glycogène, euh, ça, c'est un exemple, on va voir ça plus en détail, c'est à nuancer, mais par exemple par exemple pour quelqu'un qui s'entraîne le matin, avoir un repas après l'entraînement assez dense en calories pour qu'il puisse supporter la journée ensuite, parce que si quelqu'un s'entraîne le matin et qu'il ne mange rien après, forcément les niveaux d'énergie vont pas forcément se refaire et la journée risque d'être compliquée à supporter. Notamment pour les étudiants, il y a pas mal d'étudiants qui vont s'entraîner le matin, assez tôt le matin, et tenir une journée de cours sans avoir, enfin toute une matinée de cours sans avoir rien mangé et en pensant manger son premier repas après l'entraînement à midi, la matinée risque d'être compliquée à ce niveau-là. Donc voilà un peu les raisons, euh, on va dire les raisons pour lesquelles il faudrait optimiser sa nutrition autour de l'entraînement. Donc voilà. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'optimiser ça? Encore une fois, ça dépend des profils. Il y a on va dire, les profils lifestyle, donc ceux qui ne sont pas athlètes. On aura peut-être besoin, on peut être un peu plus souple pour certaines choses, bien sûr, comme pour tout, hein, forcément. Mais après, quand on est athlète, le but, forcément, c'est d'avoir toutes nos jauges à 100% pour être constamment à 100% pour progresser au mieux. Je dis pas que les pratiquants lifestyle ne veulent pas progresser à 100%, mais en tant qu'athlète, c'est non négligeable. Clairement, c'est non négligeable d'être au top, d'être à 100% tout le long. Donc, peut-être pour les athlètes, être un petit peu plus rigoureux à ce niveau-là, mais de manière générale, euh, pour un pratiquant lifestyle, surtout dépendant de l'objectif, après forcément aussi, non, hormis le fait pratiquant lifestyle ou athlète, ça dépendra aussi dans la phase dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes en surplus, déficit, maintenance calorique, ça dépendra aussi. Il y a peut-être un déficit calorique, par exemple, vous devrez être un peu plus euh, rigoureux sur la quantité de glucides que vous ingérez avant l'entraînement, euh, après l'entraînement, etc. Le timing aussi peut-être parce que le but en déficit calorique c'est de maintenir les performances à l'entraînement au minimum. Et ça peut se jouer aussi par la nutrition. Du moins, ça peut être un grand plus. Donc voilà, peut-être être plus rigoureux à ce niveau-là, ça peut être pas mal aussi. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est vraiment nécessaire, donc on vient de le voir. Donc, maintenant, on va décortiquer repas après repas.
qu'est-ce qui peut être... non, on va simplement décortiquer repas après repas. Donc on va commencer forcément bas. Enfin, le premier repas, le pré-workout. Donc, comme je l'ai dit au tout début, le pré-workout, c'est... je regarde mon attel parce que j'ai pris quelques notes pour être sûr que j'oublie rien. Donc, pré-workout, le but principal, forcément, c'est quoi? C'est de vous apporter l'énergie nécessaire pour performer à l'entraînement. L'idéal, enfin, on va dire les caractéristiques qui doivent composer votre... comment dire? Euh, comment je pourrais dire ça? Oui. Le but du pré-workout, c'est vous apporter l'énergie, mais aussi de consommer quelque chose de digeste. Après, ça vaut, ouais, j'ai noté ça, mais ça vaut pour tous les repas. Mais finalement, comme j'ai dit, avoir une bonne digestion, ça permet d'avoir l'énergie suffisante à l'entraînement. Euh, Tout fonctionne en synergie. Donc, quelque chose de digeste. Et au niveau du timing, alors, l'idéal, c'est de manger quelque chose qui se digère relativement rapidement, donc avec plus ou moins peu de fibres et avec plus ou moins peu de lipides. Mais encore une fois, ça, c'est à nuancer aussi. Euh, Tout est possible, hein, finalement, tout est modulable. Euh, Il y en a qui mangent 30 minutes avant l'entraînement, et il y en a qui mangent 2 heures, voire plus, avant l'entraînement. Donc, l'idéal, c'est de manger entre 30 minutes et 2 heures, suivant ce que vous mangez. On va prendre déjà l'exemple de si vous mangez 30 minutes avant l'entraînement. À ce moment-là, comme je l'ai dit, mangez quelque chose qui se digère rapidement. Donc, typiquement, crème de riz, protéines en poudre, de la whey, de l'iso. Ça, si vous mangez 30 minutes avant l'entraînement, vous êtes sûr que tout sera digéré et vous aurez l'énergie disponible pour avoir une très bonne séance, pour faire une très bonne séance. Parce que si vous vous envoyez 120 grammes d'avoine avec une banane et 20 grammes de beurre de cacahuète avec du blanc d'œuf 30 minutes avant l'entraînement, je vous garantis que le début de l'entraînement va être compliqué. Vous serez encore en train de digérer, vous serez encore un petit peu ballonné parce que c'était pas mal fibreux quand même. On sait que l'avoine et la banane c'est assez fibreux, le beurre de cacahuète aussi. Donc ça c'est peut-être pas l'idéal. Si vous faites ce genre de repas, peut-être placez-le 2 heures avant l'entraînement. Typiquement, si je prends mon exemple, moi je mange justement ce repas, donc avoine, banane, blanc d'œuf, chocolat noir. Et ce repas, je le place au minimum 2 heures avant l'entraînement. 2 heures et demie quand je fais les jambes. Parce qu'autrement, si je le mange 1 heure à 1 heure et demie avant, euh, mon entraînement c'est de la merde. Clairement c'est de la merde parce que je serai en train de digérer pendant ce temps et je serai à moitié ballonné et j'ai fait les frais une fois, j'ai jamais vomi pendant une séance, hein. J'ai jamais vomi, mais là j'étais à 2 doigts de me dégueuler dessus. J'ai dû faire 20 minutes de pause durant ma séance. Et c'est là que je me suis dit, plus jamais je mange 1 heure ou 1 heure et demie avant de faire les jambes. Donc voilà, après c'est aussi à vous de voir, à vous de tester un peu ce qui vous convient le mieux. Euh, c'est très dépendant des personnes, hein. Certains pourraient manger 1 heure après, mais dans la plupart des cas, ce que j'ai vu, l'idéal, ça reste 1 heure et demie, voire 2 heures. Après, comme j'ai dit, aussi dépendant de l'objectif, aussi on va dire, de la quantité que vous avez à manger, ok, parce que, imaginons, vous êtes en sèche, en fin de sèche, où les calories sont basses, les glucides sont bas, manger 30 minutes, 45 minutes avant l'entraînement, ça va pas être un souci. Si vous avez 30 grammes de crème de riz et 40 grammes de whey, ça va pas être un souci de manger 30 minutes avant. Donc, à ce niveau-là, ça serait bon, mais si vous êtes en plein hors saison, en pic hors saison, et que vous avez, je sais pas moi, 140 grammes, 150 grammes de crème de riz avec de la whey et ou 120 grammes d'avoine, peu importe, avec un peu de lipides, euh, allez sauter à la salle 30 minutes après, ça risque d'être chaud patate. Donc aussi dépendant de la quantité que vous mangez, et aussi si vous avez des lipides, euh, si vous avez justement des lipides dans votre pré-workout, ce qui est possible. Mais on va voir maintenant euh, macronutriments après macronutriments. Qu'est-ce que je vous conseille, dans quel contexte? Je vais prendre vraiment les contextes, on va dire, globaux, parce que je vais pas en prendre 10-15 non plus, mais ceux qu'on retrouve le plus souvent.
Alors déjà pour les protéines, rien de spécial en termes de quantité. La baseline, ça suffit. 0,3 g de protéines par kilo de poids de corps. En principe, c'est amplement suffisant. Ce que je vous conseille, c'est ce que je fais en général euh, pour être sûr d'activer la synthèse des protéines. Donc vraiment pour les protes, il n'y a rien de particulier. Et en termes de forme, ça peut être du poulet comme de la whey. C'est pas quelque chose qui vous causera des problèmes, on va dire, des inconforts digestifs pour vous entraîner, puisque relativement pas de fibres, pour ainsi dire. Et ça, alors certes, c'est le macronutriment qui prend le plus d'énergie dans votre système digestif pour les digérer, pour les dégrader, mais cependant, poulet, comme blanc d'œuf, comme whey, comme peu importe, ça passera toujours. Encore une fois, encore à jouer avec le timing et puis vos préférences. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est les glucides et les lipides. Alors les glucides, on va prendre dans le cadre d'un surplus calorique. C'est relativement peu important la quantité de glucides que vous ingérez avant l'entraînement. Parce que forcément, vous êtes en surplus calorique, vous avez de l'énergie à revendre. Que vous ayez... Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse différence en termes de quantité de glucides avec vos autres repas de la journée. Mais encore une fois, ça en joue des préférences personnelles. Certains aiment par exemple faire des repas sans carbs le matin et s'ils s'entraînent le soir, et puis garder les carbs pour le reste de la journée. Cependant, je vous conseille quand même de lisser un minimum les glucides sur la journée. Mais si on parle vraiment là on parle vraiment du pré-workout. Si vous avez, imaginons, 80 grammes, 90 grammes de glucides par repas, vous pouvez très bien garder ça, même pour le pré-workout. Donc vraiment, c'est peu significatif puisque vous avez quand même un gros total énergique sur la journée. Vous pouvez très bien ajouter peut-être 20 grammes de glucides supplémentaires sur ce repas-là. Mais si je prends mon exemple, j'ai 5 repas dans la journée, 4 repas avant l'entraînement, les 4 repas ont 100 grammes de glucides. Donc il n'y a pas de différence par rapport aux autres repas pour le pré-workout en termes de glucides. Et sous la forme, comme je vous ai dit, si vous mangez plus éloigné de l'entraînement, je vous conseille d'avoir quelque chose qui se digère plus ou moins rapidement. Après, encore une fois, ça dépendra s'il y a des lipides ou pas, on verra juste après. Mais si vous mangez très proche d'entraînement, prenez quelque chose de facilement assimilable, facilement digérable. Le meilleur, c'est la crème de riz. Crème de riz ou alors, je sais pas, des galettes de riz avec un peu de miel, de confiture. Des choses comme ça passe très bien assez rapidement, 30 minutes, 1 heure avant l'entraînement. Contrairement à si vous mangez 1h30, 2 heures, voire plus. Je vous conseille pas non plus de manger trop éloigné de l'entraînement, plus de 3 heures, c'est limite. Si vous mangez plus de 2 heures avant l'entraînement, je vous conseille d'avoir un intra-workout à ce moment-là. Surtout si votre entraînement dure plus d'1h30, on va dire, 1h15, 1h30. À ce moment-là, je vous conseille d'avoir un intra-workout. Si vous mangez en plus de ça, assez éloigné de l'entraînement. Mais c'est vrai pour les glucides. En soi, vous pouvez aussi très bien manger quelque chose. Si vous vous entraînez 1h30 avant l'entraînement, vous pouvez aussi très bien manger une crème de riz et ajouter des lipides. Comme ça fait directement le lien avec les lipides. Donc, les lipides, encore une fois, ça dépend de l'heure à laquelle on va s'entraîner et forcément les spécificités particulières de chacun. Certains toléreront bien les glucides au niveau digestif avant l'entraînement, certains ne les toléreront pas. Donc à voir aussi par rapport à ça. Mais c'est ce que je disais justement, si vous avez envie de manger de la crème de riz et que vous savez que vous allez vous entraîner assez loin de votre repas, donc 1h30, 2 heures, à ce moment-là, ajoutez des lipides. Pourquoi ? Parce que les lipides, ça va venir ralentir la digestion des glucides. Typiquement, crème de riz, ouais, vous ajoutez 20 grammes de chocolat noir, 20 grammes de beurre d'amande, et à ce moment-là, ça va venir ralentir la digestion. Ok, c'est le but des lipides dans un pré-workout, parce que à savoir que les glucides sont la source principale d'énergie pour l'entraînement. Les lipides sont aussi, on va dire, une source d'énergie, pas pour les mêmes voies métaboliques, mais ça c'est pas le sujet du podcast. Cependant, ajouter des lipides dans votre pré-workout, ça viendra ralentir la digestion
Et du coup, forcément, puisque normalement une crème de riz ça se digère en 30 minutes, bah là en ajoutant 10-20 grammes de lipides, ça viendra pile au moment de votre entraînement, donc 1h30, 2 heures après, vous aurez digéré votre repas et l'énergie sera directement disponible à ce moment-là pour l'entraînement. Aussi, les lipides, bah, non seulement déjà ça va ralentir la digestion, mais ça vient aussi lisser la glycémie. Je vais prendre encore une fois mon exemple. Je suis désolé, je parle beaucoup de moi, mais j'aime bien illustrer parce que j'ai testé plein de trucs, expérimenté plein de trucs, puis je pense que vous décrire mon expérience, c'est pas une mauvaise chose. Donc, si moi, par exemple, je mange une crème de riz avec une whey avant l'entraînement, vous êtes sûr que 1 heure après, j'ai le plus gros coup de barre de ma life. J'ai fait plusieurs fois les tests, plusieurs fois l'expérience. Je pourrais dormir. Et le fait de venir ajouter des lipides, ça me permet justement d'éviter ce trop gros pic de glycémie. Attention, hein, je ne dis pas que les pics de glycémie sont mauvais. Euh, on a besoin d'avoir des pics de glycémie forcément. Mais moi, quand il y a des trop gros pics de glycémie qui sont provoqués, et je pense que c'est aussi le cas chez la plupart des gens, il y a un gros coup de fatigue qui vient derrière. Et justement, en ajoutant des lipides, ça vient lisser cette glycémie, ça évite que cette glycémie monte trop vite, trop rapidement. Et du coup, ça me permet de pas avoir ce gros coup de fatigue derrière et de pouvoir justement avoir un entraînement productif. Donc voilà l'intérêt aussi des lipides. Vous pouvez faire le test. Hein. Moi, j'ai fait le test typiquement avec j'ai l'appareil pour le glucose sanguin. J'ai fait le test. Hein. Et quand je mets des lipides de ma crème de riz, ma glycémie, 1 heure après, est clairement plus basse. Donc, c'est assez intéressant de faire ces tests. Et c'est pour ça que j'aime vous parler de mon expérience. C'est que j'ai fait plusieurs fois ces tests. Et c'est aussi ce que j'avais pu voir sur des forums chez des gens qui ont fait des tests aussi. C'est ce qui leur est arrivé aussi. Donc, content de voir que je suis pas le seul dans ce cas-là. Puis je pense que vous en êtes plusieurs aussi. Mais voilà. Il y a beaucoup de choses qui est très dépendant des personnes, donc à vous de tester, à vous d'essayer les choses. Forcément, il y a des fois où vous allez vous planter, mais ça vous permet justement d'éliminer les choses qui fonctionnent pas pour garder les choses qui fonctionnent et vraiment garder ça. Je pense que le pré-workout, il est plus important que le post-workout parce que c'est vraiment ce qui nous permet d'être productif à l'entraînement. Et l'entraînement en musculation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Si on s'entraîne pas, t'as beau avoir la meilleure diète du monde, la plus optimisée possible, si t'as un entraînement de merde, tu prendras pas de muscle. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que souvent on entend, ouais, c'est 80% dans l'assiette, 20% dans la salle. Non. Pour ça, je suis absolument pas d'accord. Si tu veux progresser réellement, c'est 100% la salle, 100% dans l'assiette et 100% dans le sommeil, dans la récupération. Si tu veux vraiment être au max, comme je disais au début, hein, si tu veux être au top de ta forme, imagine, t'es dans un jeu vidéo, t'es un personnage, tu veux booster toutes tes jauges à 100% pour être le meilleur. Donc, dans la vie, c'est la même chose. Il faut que tu remplisses tes jauges à 100% si tu veux vraiment être le meilleur dans ce que tu fais. Pas seulement pour sport, hein, mais là, vraiment, on parle pour la musculation. Donc, tu peux pas te permettre d'être approximatif sur, enfin, dans la nutrition, dans l'entraînement. Donc voilà pour le pré-workout. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. J'avoue que j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis peut-être emmêlé. Mais si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris comme d'habitude, en DM ou en commentaire sur YouTube, pardon, ou sur Spotify. Mais voilà on va dire, les points principaux. Et aussi, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, pré-workout, n'oubliez pas aussi, ça c'est un petit tips entre guillemets, ça vaut aussi pour tous les repas, n'oubliez pas de mettre aussi du sel. Du sel pour avoir du pump à l'entraînement, et bah, bien sûr, comme d'habitude, boire suffisamment. Et ça vaut pour tout le reste de la journée. Mais on sait que pour que les glucides soient transportés au sein de vos muscles, vous avez besoin d'eau,
Mais pour que l'eau puisse aussi circuler, vous avez besoin de sel, de sodium, pardon, de sodium, d'électrolyte. Donc tout fonctionne en synergie comme d'habitude. Euh, voilà pour ce petit plus. Et là, on va voir pour le pré-workout quelques particularités, quelques contextes un peu spécifiques. On va voir deux notamment. Euh, si on s'entraîne tôt le matin, donc il y a pas, comme je l'ai dit au tout début, il y a des étudiants, des gens qui travaillent, qui aiment bien aller s'entraîner tôt le matin à 5 heures. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut consommer? Qu'est-ce qui serait idéal de consommer? Déjà, consommer quelque chose. N'allez pas vous entraîner à jeun. C'est vraiment pas un conseil que je peux vous donner si vous voulez avoir un entraînement productif et si vous voulez prendre du muscle efficacement. S'entraîner à jeun, je suis même sûr que c'est pas du tout une bonne idée. En revanche, je pense pas que vous avez non plus 2-3 heures devant vous pour manger le matin si vous allez vous entraîner à 5 heures. Du moins si vous respectez vos heures de sommeil. Donc à ce moment-là, quoi consommer? Vous allez me demander. Donc, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est d'être hydraté. La première chose, c'est être hydraté. D'accord? Donc boire suffisamment, minimum 1 litre, mais c'est le minimum du minimum. Idéalement 1,5 litre. Parlons de ça, j'ai soif. Idéalement 1,5 litre. Et du coup, pour faire d'une pierre deux coups, manger quelque chose sous forme liquide. Pareil, si je prends l'exemple de mon client Joao, qui lui allait s'entraîner à 5 heures le matin, son premier pas c'était du cluster dextrine, donc des glucides qu'on peut boire, par exemple de la maltodextrine, la dextrose, dextrine cyclique, cluster dextrine. Chacun leurs avantages, mais des glucides qui se boivent dans un shaker, avec, forcément c'est rapidement assimilable, c'est très facilement digestible, notamment la cluster dextrine, et de la whey iso. Il avait de la whey iso, et puis il mettait un peu de sel dans dans ses glucides. Donc il avait quoi? Il avait de l'eau, des électrolytes, de la protéine, des glucides. Et ça, il buvait 30 à 45 minutes avant l'entraînement. Et comme ça, il pouvait aussi remplacer la cluster avec la crème de riz. Donc à voir selon ses envies, d'accord? Il pouvait échanger les deux, mais c'est des glucides qui se digèrent rapidement, des protéines qui se digèrent rapidement, sous forme liquide, donc il est hydraté, et en plus de ça, il avait un apport en électrolytes. Donc il avait le combo gagnant pour performer à l'entraînement. Et après, on verra aussi dans le cas de l'intra-workout, mais il avait un intra qui lui performait, qui lui, sauf erreur, il avait un intra, je suis pas sûr, mais il avait aussi un intra-workout où j'aurais pu lui mettre un intra-workout pour garantir un entraînement performant. Ensuite, on a aussi... Non, ça je vais garder pour la fin. Donc ça, on va dire, c'était la spécificité euh, particulière pour les gens qui s'entraînent tout le matin, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui le font, et ça se fait de plus en plus. C'est pas... Chacun a son moment pour s'entraîner, et puis il n'y a pas de mal à s'entraîner tout le matin. Juste s'assurer qu'on soit déjà hydraté et qu'on ait les apports nécessaires en énergie, en carbs, donc en glucides et en protéines. En plus de ça, les électrolytes, ça fait partie de l'hydratation, mais fluide et électrolytes. Donc pour le pré, c'était un peu tout. Ensuite pour l'intra-workout, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Quand est-ce qu'un intra-workout, c'est, euh, on va dire, ce serait nécessaire, ou bien intéressant du moins. Déjà, quand vos entraînements sont vraiment intenses, quand vous vous entraînez vraiment dur, avoir un apport en énergie durant l'entraînement, ça vous permet d'être performant tout du long. Et pour ceux qui s'entraînent, qui ont des entraînements assez longs, on va dire, comme j'ai dit, 1h15, 1h30, voire plus, à ce moment-là, un intra, ça devient intéressant. Après, encore une fois, à voir si vous le supportez. Moi, il y a des périodes où je ne le supportais pas, mais maintenant, je le supporte super bien. L'année passée, j'avais un peu de la peine, mais j'ai changé, en fait, j'étais sur du Vitargo, et là, je suis passé sur de la cluster dextrine, que je digère beaucoup mieux, de la Highly Branch, la HBCD.
la cluster dextrine, je la digère super bien. Elle passe super bien en intra. Elle reste pas sur l'estomac, elle est directement digérée. C'est nickel. J'ai actuellement ça. Donc ça, c'est vraiment pour les carbs. Donc comme j'ai dit, ça pourrait être intéressant pour quelqu'un qui s'entraîne assez long, donc 1 heure et demie voire plus, ou qui s'entraîne tôt le matin aussi. À ce moment-là, ça pourrait être idéal. Ou ceux, justement, comme je l'ai dit pour le pré-workout, qui consomment leur pré-workout 2 heures voire plus avant l'entraînement. Pour s'assurer de n'avoir pas de coup de mou pendant l'entraînement, prendre un intra, et je vous conseille de le boire sur le premier tiers de notre entraînement. Typiquement, moi, je commence à le boire quand j'arrive à la salle, je sors de la voiture, là, je commence à le boire. Quand je m'échauffe, quand je fais mon premier exercice, jusqu'au deuxième exercice, plus ou moins, en arrivant au troisième exercice, environ, hein, donc je suis à un tiers de la séance, il est terminé. Parce que forcément, ça prend un certain temps, se soit assimilé, digéré, machin, et je suis sûr qu'à la toute fin de séance, j'ai l'énergie suffisante pour continuer à performer. Et j'ai pas de coup de mou, et je peux vraiment garder un entraînement intense du début à la fin. Encore une fois, à voir si vous en voyez des bénéfices, mais honnêtement, moi je le ressens. Et maintenant, de quoi doit être composé un intra? Donc, de glucides, comme j'ai dit, ça peut être Vitargo, dextrine cyclique, euh, maltodextrine, dextro, je conseille un peu moins. C'est pas forcément. Souvent, les gens ont un petit brûlure d'estomac avec. Je le conseille pas. Ce que je vous conseille, c'est cluster dextrine, Vitargo. C'est les deux formes de carbs en intra-workout que je vous conseille. Ou alors en pré-workout si vous entraînez tout le matin, comme je l'ai dit avant. Mais pour les carbs, ensuite des acides aminés, à voir. Personnellement, j'en mets parce que j'en ai dans mon plan, donc je suis mon plan. Mais ça se discute. Après, moi, on va dire, l'intérêt principal, c'est que pour le coup, il y a des goûts assez sympas, c'est chouette. Et puis, vu que les carbs, c'est souvent sans goût, euh, ça apporte du goût à la boisson. Donc, voilà, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui consomme suffisamment de protéines de bonne qualité durant la journée, ça reste discutable. Ça reste fortement discutable. Rien ne vous empêche d'en mettre, hein. Mais ça reste fortement discutable. Après, voilà, si vous consommez votre repas loin de l'entraînement, 2 heures ou plus, là, ça peut être potentiellement intéressant pour éviter le catabolisme durant l'entraînement. Pourquoi des EAA? Enfin, je vous conseille des EAA et non pas des BCA. Parce que les BCA, c'est des acides aminés qu'on retrouve, on va dire, qui sont non essentiels, que votre corps est capable de produire lui, tandis que les EAA, c'est des acides aminés, donc des composants de protéines essentiels. Amino acids essentials. Essentials amino acids, pardon. D'où l'abréviation EAA. Donc, forcément, essentiel, ça veut dire que votre corps n'est pas capable de les reproduire lui-même. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de venir en mettre théoriquement. Mais comme j'ai dit, en principe, pour quelqu'un qui n'est pas végétarien slash vegan, c'est pas quelque chose d'indispensable, on va dire, puisqu'il mange de la viande, il mange des sources de protéines animales qui ont relativement un profil d'acides aminés complet. Donc, et en plus, si vous consommez de la protéine en poudre, raison de plus pour que ce ne soit pas indispensable. En revanche, pour quelqu'un qui est vegan ou végétarien, euh, qui ne consomme pas de protéines de source animale, à ce moment-là, ça peut être fortement recommandé de consommer des EAA, puisque forcément, il n'en consomme pas, et on sait que pour activer la synthèse des protéines, pour avoir une bonne MPS, il faut un profil d'acide aminé complet. Donc, issu de protéines de source animale et végétale. Donc, forcément, quand vous êtes vegan ou végétarien, enfin, du moins vegan, on va dire plutôt vegan, on va parler des vegans plutôt, vous n'avez pas la possibilité d'avoir cette source issue de l'alimentation, donc venir se supplémenter en EAA, c'est pas une mauvaise chose. Mais là, on va rester dans le contexte de l'intra-workout. Donc, on a carbs, acides aminés et forcément de l'eau, ça va de soi, mais aussi des électrolytes, donc du sel. Je vous conseille de mettre du sel dans l'eau, ça vous maintiendra un pump. Et comme je l'ai dit, c'est ce qui permet de transporter l'eau au sein des cellules, c'est les électrolytes. Donc,
Ça, c'est le combo pour moi parfait pour un intra-workout. Et dans quel contexte serait, on va voir dans les contextes où c'est qu'il pourrait se retrouver. Donc, en surplus calorique, ça pourrait être intéressant quand vous avez des grosses quantités à manger, quand vous ne savez plus où, par exemple, ajouter des glucides. Parce que forcément, quand on est en prise de masse, il faut augmenter les glucides, parce que c'est ce qui nous apporte l'énergie pour l'entraînement, je le rappelle. À ce moment-là, ça peut être intéressant de venir mettre ça en intra, parce que c'est des glucides qui se boivent, donc c'est des calories super faciles. Et pourquoi ça pourrait être intéressant en déficit calorique? Si votre faim n'est pas très élevée, de manière générale, vous pouvez garder ces glucides en intra, mais aussi ça vous permet de maintenir des performances à l'entraînement. Sachant que quand vous êtes en toute fin de déficit, 30 grammes de carbs, ça peut vite faire la différence durant l'entraînement. Donc, ça vous permet de garantir un entraînement performant, parce que je le rappelle, le but en déficit calorique, c'est de maintenir les performances au minimum, pour maintenir cette masse musculaire que vous avez bâtie. Donc, ça peut être un plus pour l'entraînement, mais encore une fois, à voir selon votre faim. Si vraiment vous crevez la dalle toute la journée, mieux vaut prioriser ça, mieux vaut prioriser vos autres repas solides que garder un repas liquide bêtement et de craquer votre diète dans pas longtemps et puis mettre en péril votre déficit calorique pour ça. Donc voilà, à jauger un peu à ce niveau-là, mais tout est faisable, vraiment tout est faisable, donc à voir selon votre contexte pour ça. Donc voilà, l'intra-workout c'est assez rapide, pas grand chose à dire, je crois que j'ai dit les principales choses. Maintenant on va voir le post-workout. Alors là, ça peut faire un peu plus débat le post-workout. Euh, Pré-workout, bah, c'est assez clair, l'intra aussi. Mais le post-workout, ça demande un peu plus de discussion souvent parce que, bah, voilà, il y a cette fameuse légende de la fenêtre anabolique, comme quoi vous avez 30 minutes pour une fenêtre de 30 minutes après l'entraînement et dans laquelle vous assimilez tout ce que vous avalez. Donc, les théories disent qu'il faut absolument sauter sur son shaker de prot pour, euh, pour assimiler, pour vite assimiler parce qu'après on assimile moins bien. Alors, forcément, c'est absolument faux. Faux et faux. Euh, enfin, faux, mais pas tout à fait. Mais en soi, vous n'avez pas 30 minutes. Euh, Dites-vous bien que, à moins que vous soyez vraiment genre top niveau à l'élite mondiale, et encore, c'est même pas 30 minutes. Hein. Dites-vous bien que si vous êtes quelqu'un qui est plus ou moins débutant, intermédiaire, votre fenêtre anabolique peut monter jusqu'à 72 heures après l'entraînement. Peut rester ouverte en guillemets, jusqu'à 72 heures après l'entraînement. Donc, c'est énorme. Et pour quelqu'un d'avancé, c'est plus ou moins 24 heures. Donc, pas de panique. Si vous n'avez pas votre shaker en sortant de la salle de prot, ne paniquez pas. Vous n'allez pas, on va dire, perdre. Enfin, vous allez toujours maintenir les bénéfices de l'entraînement que vous avez effectué juste avant. Donc, vous avez largement le temps de rentrer chez vous, de vous poser, de chiller un coup, de vous préparer à manger avant de manger. Et surtout, c'est important après l'entraînement, avant de manger, de revenir au calme. Pour être sûr justement d'assimiler les choses correctement. Si vous êtes encore si vous avez encore les BPM qui tapent à 100, 110, mangez directement en sautant de votre dernier exercice, en sautant sur votre crème de riz ou peu importe votre repas après l'entraînement dans les vestiaires. Vous n'avez pas de retour au calme. Et là, à ce moment-là, si vous avez les BPM élevés, ça pourrait potentiellement, donc au battement du cœur par minute, ça pourrait potentiellement gêner l'assimilation des nutriments. Donc, important de revenir au calme. Vous pouvez très bien manger une heure après, ça va très bien. C'est même bien. C'est même très bien. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Moi, je mange une demi-heure, une heure après. Je me pose, je fais à manger tranquille, je me pose devant la télé et je mange chillos
sans pression, je me presse pas de manger après l'entraînement, et ça va nickel. Rappelez-vous, vous avez minimum 24 heures après l'entraînement. Bon, le but c'est pas de jeûner non plus, hein, on se comprend, mais tout ça pour vous dire que cette légende de la fenêtre anabolique c'est totalement faux. Euh, enfin, de 30 minutes c'est totalement faux. Donc voilà, juste pour briser ce mythe d'entrée. Et bien sûr, le but du post-workout c'est pour éviter le catabolisme musculaire, principalement. Encore tout dépendant de, enfin, on va dire, c'est ce qui est, on va dire, vanté par le post-workout, c'est d'éviter le catabolisme musculaire, mais comme je l'ai vu, ça fait le temps. Et forcément, c'est pour, d'un aspect récupération, manger quelque chose après l'entraînement, ça vous rapportera de l'énergie que vous avez perdue durant l'entraînement pour supporter votre journée si vous entraînez le matin, ou alors simplement bien récupérer de votre séance. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien de magique dans le post-workout. Ça va pas. Ce que vous mangez, ça va pas tout rentrer dans le muscle. Faut pas délirer non plus, mais voilà, pour quelqu'un de lambda, de manière générale, post-workout, il y a pas trop à se casser la tête à ce niveau-là. Alors, et en réalité, le post-workout, souvent les gens ils disent, ça doit être, il faut consommer un maximum de glucides ici parce que vous allez tout encaisser. Il vous faut des glucides pour avoir cette réponse insulinique derrière. Mais en réalité, euh, uniquement de la protéine, c'est suffisamment, euh, enfin c'est suffisant pour augmenter cette production d'insuline, pour justement venir favoriser cette synthèse des protéines. Parce que pour activer la synthèse des protéines, on a besoin de cette production d'insuline. Euh, et une portion de protéines suffirait amplement. Il y a une étude de Brad Schoenfeld, alors je ne vais pas parler d'études ici parce que je ne m'y connais pas assez en analyse d'études. Je ne suis pas assez bon dans ça, il y a des gens qui sont même plus compétents que moi pour ça. Mais en termes d'analyse d'études, je suis pas bon. Donc. J'ai simplement entendu passer ça, qu'apparemment, il y a eu des études qui ont été faites de Brad Schoenfeld en comparant deux groupes, quelqu'un qui mange 30 grammes de protéines et quelqu'un qui mange 100 grammes de protéines après l'entraînement. Apparemment, il y aurait des bénéfices à manger 100 grammes de protéines contrairement à 30 grammes de protéines. Mais voilà, tout ça pour dire que en réalité, il n'y aurait pas besoin de carbs après l'entraînement, de la protéine suffit. Mais forcément, quand on est en prise de masse, il faut placer ses carbs. Et placer des carbs après l'entraînement, eh ben, ça devient presque indispensable, on va pas se mentir. Donc, venir placer ses carbs après l'entraînement, ça va de soi aussi. Pour, pour un surplus calorique, oui, c'est comme pour le pré-workout, je pense. Rien, on va dire, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses différences. Vous pouvez venir mettre un peu plus de carbs après l'entraînement parce que vous êtes dépensé, vous avez un peu plus faim. Du coup, pourquoi pas profiter pour avoir un repas plus conséquent ici, parce qu'on sait qu'en prise de masse, l'appétit est souvent un problème. Et on sait que faire du sport, ça nous ouvre l'appétit. Donc pourquoi pas venir profiter de placer plus de calories à ce moment-là pour profiter justement de cet appétit. Euh, mais autrement, il n'y a pas de bénéfice supplémentaire. Parce qu'on sait que voilà, l'intérêt principal de mettre des glucides aussi en post-workout après l'entraînement, c'est de venir re-remplir ces stocks de glycogène. Mais je vous rassure, en surplus calorique, il faut vraiment, vraiment s'entraîner des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, sans cesse, sans arrêt, pour vider complètement ces stocks de glycogène. Donc même en déficit calorique, il faut pousser le déficit assez violemment, assez loin, pour vraiment vider complètement vos stocks de glycogène. Honnêtement, si je me rappelle bien dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai appris, je ne sais même pas si c'est possible de vider à 100% ces stocks de glycogène. Mais bon, c'est pas le sujet ici. Tout ça pour vous dire que ça doit pas, il faut pas venir placer un maximum de carbs ici quand vous êtes en surplus calorique en post-workout sous prétexte de venir re-remplir vos stocks de glycogène. Ils vont très peu se vider et vous avez besoin de très peu pour les re-remplir à 100%.
Donc l'intérêt principal, c'est de profiter de l'appétit pour venir placer un max de carbs ici. Après, c'est mon avis, hein. Je suis ouvert au débat en commentaire si je dis des bêtises ou quelqu'un a une autre suggestion. Les lipides, c'est possible. Alors, juste protéines, baseline aussi, hein, comme pour le pré-workout, rien de particulier. Il pourrait être intéressant de mettre plus de protéines ici, justement, par rapport à l'étude que j'ai citée juste avant. Enfin, l'étude dont j'ai parlé juste avant, ça pourrait être intéressant de venir mettre un petit peu plus de prot, mais à vous de voir selon le total que vous avez à votre disposition durant la journée. Le but, c'est que vous ayez un apport suffisant à chaque repas, donc à voir ce qui vous reste. Mais pour les fats, c'est possible. C'est possible de mettre des lipides après l'entraînement, mais ça ne doit pas être votre composante principale de votre post-workout. À voir, il y a des gens, encore une fois, comme le pré-workout, qui vont tolérer après l'entraînement, après un exercice physique, les lipides, et d'autres ne vont pas les tolérer. Donc, à vous de jauger, mais 10-20 grammes, ça reste raisonnable aussi. Donc, à vous de voir, selon votre tolérance, si vous êtes capable de mettre des fats. Mais encore une fois, il y a des moments plus intéressants de les mettre dans la journée, comme le matin ou tard le soir, par exemple. Donc voilà. Euh, Oui, j'ai parlé de post-workout en surplus calorique. Mais en déficit calorique, moi je pense que le pré-workout est plus important que le post-workout. Enfin, je crois que je l'ai dit juste avant d'ailleurs. Il est plus important parce que le but c'est de garantir les performances à l'entraînement. Et justement, ce qu'on veut en soi, c'est venir vider vos stocks de glycogène dans le muscle en sèche, notamment en préparation compétition, venir vider vos stocks de glycogène pour venir tirer le gras juste après. Donc, ne pas venir non plus placer un maximum de glucides là sous prétexte que vous aimeriez re-remplir les stocks de glycogène, parce que forcément, au fur et à mesure, ils vont se revider petit à petit et vous n'allez pas pouvoir les re-remplir parce qu'il y a un moment donné où vous n'aurez plus les quantités suffisantes par jour pour remplir vos stocks de glycogène. Mais ça peut être intéressant. Le but, vraiment, en sèche, c'est de garder un maximum de glucides autour de l'entraînement. Mais il y a un moment donné où sur les autres repas, vous n'aurez plus de glucides. Vous aurez que des glucides autour de l'entraînement, donc pré-workout, post-workout, on va dire. L'intra, il est déjà loin. Suggérons ça. Il vous reste que des glucides en pré-workout, en post-workout, en sèche. Enfin, là, je pense qu'on est plutôt dans le cadre d'une préparation compétition. À ce moment-là, que faire? Moi, je vous conseille plutôt d'enlever les glucides après l'entraînement, plutôt qu'avant. Encore une fois, pour maintenir les performances à l'entraînement. Donc, voilà, en sèche, gardez quand même le plus longtemps possible vos glucides après l'entraînement. Mais si entre le pré-workout et le post-workout, il y a des glucides qui devaient gicler, en premier, moi, je giclerais d'abord ceux en post-workout. Mais ça reste mon avis, encore une fois, dépendant de chacun. On va voir dans le cadre maintenant de quelqu'un qui s'entraîne tard le soir, où le post-workout serait son dernier entraînement. Son dernier repas, pardon. Qu'est-ce que moi je ferais à ce moment-là? Donc imaginons, je sais pas, il termine son entraînement à 10h, à 11h il doit aller au lit. Ce que je ferais personnellement, c'est, comme on sait qu'il y a uniquement besoin de protéines pour activer la production d'insuline pour la, la synthèse des protéines, euh, je consommerais uniquement un shaker de protéines. 50 grammes de whey, par exemple. Je dis par exemple. 50 grammes de whey, en rentrant. Imaginons, il termine l'entraînement à 10h, il rentre à 10h30, ensuite il se douche, il va au lit. 10h30, un shake de prot, 11h, il va au lit, nickel, bleu ciel. Mais, en se réveillant, je ferai un bon gros petit-déj, où je chargerai un peu plus en glucides que la normale, ou en fat aussi, mais un repas un peu plus calorique, pour venir recharger en glucides, en lipides, puisqu'il a eu qu'un repas en protéines le soir d'avant. Ok, donc le soir, après l'entraînement, juste un shaker de prot. Et ensuite, en se réveillant, un repas un peu plus chargé, un peu plus dense en calories que ce qu'il ferait d'habitude. Voilà, tout simplement. Comme ça, en se réveillant, ben, il casse le jeûne et il a
il rapporte de l'énergie à son corps via les glucides, via les lipides, euh, pour avoir l'énergie suffisante le matin après pour que la journée se déroule bien. Je l'ai déjà eu fait avec un client et ça se passait assez super bien comme ça, parce que justement, il a un tout petit repas le soir, il a ce qui est suffisant pour stimuler la production d'insuline, d'accord? Juste comme ça pour info, l'insuline c'est une hormone super anabolisante, d'accord? Donc hyper intéressant pour la prise de muscle. Je ne vais pas rentrer dans les détails on va dire plus chimiques, je pense que on va trop dans le compliqué, puis je partirai trop loin. Euh, mais voilà, vous avez juste à savoir ça, que c'est une hormone hyper anabolisante. Euh, donc il a eu un repas suffisamment adéquat pour cela. Et justement, ça ne viendra pas impacter sa digestion, puisque aller se coucher en en étant encore sous digestion, euh, vous allez avoir de la peine à vous endormir. Donc, quelque chose qui se digère rapidement, en 30 minutes, comme ça, il a un bon sommeil, euh, et il se réveille le matin avec un bon gros repas, et tout va très bien. Donc voilà ce que je conseillerais dans ce cas de figure. Donc, je regarde si j'ai des autres notes. Donc voilà, je pense que pour le post-workout, c'est le seul, on va dire, contexte particulier. Autrement, comme je vous ai dit, euh, comme je vous ai expliqué finalement pour les cas plus standards juste avant, rien de particulier, euh, sauf ce que j'ai dit quoi. Donc voilà pour ce podcast. Donc optimiser sa nutrition autour de l'entraînement. J'espère que ça vous aura plu. On a fait juste pas une heure. Juste pas une heure. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire. J'ai l'impression d'avoir été un peu brouillon. Je me suis un peu étalé. Je suis un peu parti dans tous les sens. Mais ça, c'est un de mes plus gros défauts, c'est que j'ai de la peine un peu à m'exprimer, à dire ce que je veux, à dire ce que je pense. Dans ma tête, tout est clair, mais quand ça doit sortir de ma bouche, c'est plus compliqué. Et garder un cadre aussi. J'ai envie de dire beaucoup de choses, j'ai envie de partir sur beaucoup de sujets. Et des fois, je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc, vraiment, soyez francs et honnêtes dans les retours que vous me faites. Et autrement, j'essaie constamment de m'améliorer à ce niveau-là, je sais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pratique les podcasts régulièrement. C'est pour m'améliorer dans mon expression et pouvoir transmettre de mieux en mieux les informations que je souhaite et que ce soit aussi plus agréable pour vous à écouter et forcément que ce soit plus simple aussi, sans devoir revenir 40 000 fois en arrière parce que je suis parti dans tous les sens et essayer de vous-même retrouver le fil rouge. Donc voilà, n'hésitez pas à être vraiment honnête dans vos retours. En tout cas, j'ai reçu déjà quelques retours jusqu'à maintenant et des très bons retours. Alors, bien sûr, des axes d'amélioration, mais c'est ce que je veux aussi. C'est ce que je cherche aussi, encore une fois, pour pouvoir toujours transmettre quelque chose de mieux au fur et à mesure. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle, ou des invités que vous aimeriez que j'amène sur ce podcast, n'hésitez pas à me le dire également. Avec grand plaisir que je prends toutes les propositions. Et autrement, nous, on se voit prochain podcast qui sortira chaque vendredi cette fois-ci. Chaque vendredi, un nouveau podcast. Donc, nous, on se revoit vendredi prochain. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine pour demain. Et à bientôt sur Anabolic Chronicles.